conférence de cet après-midi, cette dernière conférence, avant la synthèse donnée par le docteur Michel Geoffroy. J'en remercie d'autant plus Madame Dominique Quignot d'assurer donc la relève sur cette question très importante, bioéthique, économie et société. Vous avez une longue carrière de journaliste, non pas derrière vous, Madame, puisque si. Elle est encore on peut dire derrière moi. Très active. Je vous assure. Vous avez commencé à la Charente Libre en 1974, avant de rejoindre La Croix, où vous êtes depuis 1975. Et vos qualités intrinsèques vous ont permis de répondre à plusieurs responsabilités. Après avoir occupé des postes de secrétaire de rédaction, rédactrice au service religion, dont vous devenez chef adjoint, vous devenez chef du service société en 1988. Vous êtes nommée en 1990 rédactrice en chef du quotidien La Croix et éditorialiste, et en 2000 directrice adjointe. Vous êtes enfin directrice du journal depuis 2005, et si je ne me trompe, vous êtes la seule femme à la tête d'un quotidien national. Vous êtes en même temps membre du comité de direction du groupe Bayard Presse. Je mentionnerai en outre que vous avez été auditrice de l'Institut des hautes études de défense nationale, membre du comité de la rédaction de la revue Études et membre du Haut Conseil de la population et de la famille. Et enfin, vous êtes membre du comité des semaines sociales. Nous vous écoutons pour un sujet qui fera la synthèse, si je puis dire, entre notre travail de ce colloque et le séminaire de recherche qui a conduit, et c'est un scoop, vous savez, c'est comme les Journées mondiales de la jeunesse, on annonce la suivante, le travail qui va nous mobiliser avec une équipe présente et renouvelée pour les 2 ans à venir sur les questions de justice dans l'accès aux soins et contraintes économiques. Nous vous écoutons donc avec plaisir sur bioéthique, économie et société. Merci. Ce que je vais vous proposer là, c'est un petit peu un miroir de ce que, il me semble, se dérouler dans notre pays sur ces questions, et je les centrerai plus sur les thèmes qui vont être abordés au cours de la révision de la loi, même si je suis bien consciente qu'il y a beaucoup d'autres thèmes qui pourraient être examinés que lesquels qui vont être revisités. Et je vais en plus faire sans doute porter plus d'interrogations que de réponses, mais peut-être après tout comme cette opinion publique dont on voudrait bien savoir ce qu'elle dit, ce qu'elle pense de ces sujets qui vont lui être présentés à l'occasion des États généraux de la bioéthique et puis au moment des débats au Parlement l'an prochain sans doute. Comment cette société française appréhende-t-elle ces questions très complexes? Pourtant, tous devraient se sentir concernés. Ce n'est pas qu'un problème de juristes, de philosophes, de médecins, de parlementaires, de religieux, car les cas concrets que porte la bioéthique, ce sont à vous et à moi qu'ils se posent, au plus intime de chacun d'entre nous, puisqu'il s'agit de vie, de mort, de rapport à la souffrance, à la maladie, au handicap, et nous y sommes si peu préparés. Et les questions nouvelles, ouvertes par des techniques désormais possibles, sont véritablement vertigineuses pour ceux qui s'y trouvent directement confrontés. Et donc pour faire un peu ce panorama de l'état de l'opinion, notamment de tous ceux qui ne sont pas confrontés en direct, soit par leur métier, soit par ce qu'ils vivent dans leur vie à ces questions. Mais je vais essayer de vous le présenter par des moyens qui sont les miens, à savoir d'abord ce qu'en disent les médias, ce que disent les sondages, et puis dans un troisième plan, ce qui me semble être l'état d'opinion et les quelques freins possibles à une réflexion globale des Français sur ces questions extrêmement importantes. Au travers des médias, comment
comment ces questions arrivent-elles finalement à la connaissance du plus grand public? Eh bien, je dirais assez rarement. J'ai fait, il n'y a pas longtemps, une recherche avec le mot bioéthique, parce que j'avais besoin de voir un certain nombre de choses. Sur les 2 premiers mois de l'année, à part la Croix, excusez-moi de faire de l'autopromotion, il n'y avait guère d'autres journaux qui remontaient à la surface. Ou alors, j'y reviendrai après plus tard, ça arrive dans les médias par l'intermédiaire de cas particuliers, de faits divers, mis en lumière par une association militante, par un avocat qui veut faire avancer la cause, par un lobby éventuellement, un groupe de pression. Là, on a le sentiment que pour l'instant, en tout cas, la révision des lois dites de bioéthique ne fait pas recette. Je pense que ça changera quand on approchera des échéances et quand il y aura les rencontres publiques. Mais pour l'instant, est-ce que les gens se posent la question de ce que ces lois, en tout cas, ou ce que ces limites que l'on pose aux pratiques construisent dans notre société? Quelles idées de l'homme ils traduisent? Quelles conséquences ont ces pratiques si on les autorise ou si on les interdit? Pourquoi faut-il des barrières, etc. On n'a pas le sentiment que ce débat vive. La compréhension des enjeux est compliquée par le fait que, consciemment ou volontairement, mais vous en avez parlé tout à l'heure, Madame la professeure, les chercheurs, les associations de malades ou les groupes de pression ou les médias ont tendance à euphémiser les réalités, à adoucir les mots employés pour désigner les actes et les techniques. Vous avez parlé de la réduction embryonnaire, mais bon, on a tous en tête, à propos de l'euthanasie, le droit de mourir dans la dignité, l'expression que beaucoup pourraient revendiquer, mais pas en mettant tous le même contenu. On est passé de l'expression mère porteuse, qui n'était certes pas très satisfaisante, à gestation ou maternité pour autrui, histoire de souligner la dimension altruiste de l'acte. Et en préparant la série bioéthique que nous proposons dans la Croix, j'ai appris qu'on ne devrait plus dire le bébé médicament. Vous savez, ces bébés que l'on pourrait faire naître après un tri pour sélectionner l'embryon qui pourrait avoir des caractéristiques permettant de soigner un aîné très malade. Il paraît qu'on l'appelle aujourd'hui le bébé du double espoir, dont on peut dire que l'expression induit l'approbation, alors qu'il demeure des questions importantes, on l'a vu tout à l'heure, sur la venue au monde de ces enfants sélectionnés malgré tout pour éventuellement guérir un aîné atteint d'une grave maladie. Dans les médias aussi, ce que je voudrais souligner et qui explique une certaine méconnaissance peut-être pour le citoyen, c'est que la communication sur certaines découvertes scientifiques ou sur certaines décisions politiques sont présentées peut-être par paresse journalistique, en une sorte d'écriture automatique, d'une façon assez floue et biaisée. Par exemple, il n'y a pas une dépêche d'agence ou une annonce à la radio évoquant la recherche sur les cellules souches embryonnaires ou la décision politique de Barack Obama d'autoriser les financements publics pour cette recherche, qui ne souligne les progrès qu'on pourrait en attendre pour des maladies extrêmement graves et qui touchent extrêmement de monde et qui sont très invalidantes, et en particulier Parkinson ou Alzheimer. Ça vient automatiquement. Et dans de rares cas, viennent les questions qui peuvent se poser, les alternatives de recherche, les cellules adultes ou autres, ou sur les délais qu'il faudrait avant qu'on arrive de fait à des résultats. Donc, dans l'opinion publique, je veux dire, recherche sur les cellules souches, c'est quand même un espoir majeur pour des pathologies qui font peur. Et comme en plus, l'opposition à cette recherche est incarnée par le président Bush, autant dire que toute réserve apparaît comme vraiment, pour le coup, passéiste, ultra-conservatrice et ultra-religieuse. Il est en général aussi très peu rappelé, quand on communique sur ces questions-là, le nombre de personnes effectivement concernées. Par
exemple sur les bébés médicaments, combien de personnes cela concerne, combien, enfin les échecs, les réussites. De même sur l'aide médicale à la procréation, assez rarement, on parle des difficultés pour les couples qui suivent tous ces processus, mais assez rarement on nous présente une sorte de bilan des réussites, des échecs, etc. Et moi, ça me frappe par rapport à la précision qu'il peut y avoir en revanche sur des dossiers comme les OGM, dans les mêmes médias. Je veux dire, on a l'impression que quand il s'agit du vivant humain, je dirais pas tout à fait la même exigence de notre part, nous journalistes. Et que le principe de précaution qui est assez volontiers mis en avant par les médias, qu'il s'agisse de téléphones mobiles, enfin d'antennes, etc., à la limite, celui-là, il n'est pas souvent avancé sur des sujets aussi graves que la recherche sur l'embryon, etc. Donc c'était un peu la présentation de ce qu'on peut voir dans l'opinion publique, ce qui me semble ressortir. Et il y a un moyen de le vérifier, c'est par les sondages. Donc bon, je ne reviendrai pas sur le fait que quelquefois les questions posées peuvent induire les réponses. On l'a vu X fois sur la question de l'euthanasie, mais bon, on peut dire quand même globalement que sur toutes les évolutions, en tout cas en débat sur cette nouvelle version des lois de bioéthique, il y a apparemment une approbation par une majorité de Français. Il y a l'agence de biomédecine qui a fait une enquête il y a quelque temps, et on s'aperçoit que, à part sur les mères porteuses, où il y a à peu près égalité entre ceux qui sont pour ou ceux qui sont contre, encore qu'il y a un nouveau sondage qui est sorti là tout récemment et qui disait que 61% des Français étaient favorables à ce que ce soit autorisé en France, y compris au profit de couples homosexuels. Même si les gens, et c'est assez fréquent dans ce type de sondage, disent qu'eux-mêmes n'y auraient pas recours pour eux-mêmes. Mais ils pensent que c'est bien que d'autres puissent avoir accès à ces techniques. Donc, et pour revenir à la question des mères porteuses, l'opposition principale, enfin la motivation de l'opposition de ceux qui sont contre, c'est essentiellement l'idée de la marchandisation du corps de la femme. C'est pas les questions de filiation, etc. Voilà. 78% des Français se disent favorables à l'utilisation des techniques médicales d'aide à la procréation, toujours cette enquête de l'agence de biomédecine, mais pas pour des femmes au-delà de 50 ans. Une courte majorité souhaite que ces techniques soient réservées aux couples hétérosexuels. Ils sont plutôt en revanche opposés à la levée de l'anonymat sur les donneurs de sperme ou d'ovocytes. Et c'est du déclaratif, une majorité serait prête à faire un don de sperme ou d'ovocytes. Il faut savoir qu'il y a 248 donneurs de sperme sur une année pour à peu près 3000 couples demandeurs. 80% mettent des espoirs dans les recherches sur l'embryon et la génétique. Et les 2/3 recommandent de donner à la recherche les embryons congelés, inutilisés, les fameux embryons surnuméraires qui ne font plus l'objet d'un projet parental. Alors il n'y a qu'une notion qui est rejetée globalement, c'est le clonage, qui était présenté dans l'enquête soit comme un moyen, c'était même présenté comme moyen de reproduction ou comme moyen d'obtenir des cellules pour soigner, c'était exprimé comme ça, mais c'est rejeté au motif que, entre guillemets, ça va trop loin. Voilà. C'est là la borne symbolique qu'il ne faudrait pas franchir. Quand on analyse les résultats de ces différentes enquêtes, il apparaît que les moins de 35 ans sont les plus favorables aux évolutions, donc éventuellement en discussion, et les femmes. En revanche, les plus opposées, ce sont les personnes, voire carrément hostiles, ce sont les personnes plus âgées et les catholiques pratiquants. On voit aussi un clivage important entre les diplômés, les classes, disons, supérieures, socialement supérieures, et les autres, les plus diplômés étant plus favorables aux évolutions de
familiales et donc aux techniques qui permettent de conforter ces évolutions familiales. Les gens plus modestes se sont plutôt en opposition. Mais cette distinction catholique pratiquant, elle est intéressante parce qu'en revanche, il y avait eu un sondage pour le magazine Pèlerin en 2007 à propos des dépistages avant la naissance. La question posée était: trouvez-vous acceptable ou pas acceptable de pouvoir choisir chez votre enfant l'absence de prédisposition à certaines maladies? 61% des Français répondaient que c'était acceptable et 51% des catholiques pratiquants. Voilà. Bon, il faut toujours relativiser les sondages, pas en tenir compte aux chiffres près, etc., mais ça donne des indications générales. Donc, en commentaire de cette... Je relève ça parce que c'était assez amusant comme vocabulaire aussi. De cette enquête pour l'Agence de biomédecine, un analyste jugeait qu'elle laisse apparaître une opinion publique en construction. Moi, j'ai l'impression qu'elle est déjà pas mal construite. Et elle était partagée, cette opinion publique, selon les termes employés, entre les esprits ouverts, 23%, je suppose que je vois assez bien lesquels. Ils appelaient les parents à tout prix, 20%, les cartésiens, qui croient en la science, 24%, les conservateurs, 15%, voilà, les fatalistes, 11%, et les favorables inquiets, 7%. Donc effectivement, je pense que l'opinion publique, en tout cas telle qu'elle est là, elle est déjà construite. Mais d'ailleurs, et pour reprendre ce cas précis de la détection des handicaps avant la naissance, et là ce ne sont plus des sondages d'opinion mais des réalités, c'est que 95% des pathologies graves détectées par diagnostic prénatal se concluent par une interruption médicale de grossesse. Et bien, vous êtes tous mieux placés que moi pour savoir que des chirurgiens disent aujourd'hui qu'ils n'opèrent quasiment plus de bec de lièvre, que ne naissent quasiment plus d'enfants de petite taille, etc. Et je vous rappelle ce fait récent d'un couple qui a porté plainte en justice donc pour des médecins qui avaient refusé une IMG parce que leur enfant avait un avant-bras manquant. Voilà. Troisième point de cette partie sur la société, je dirais les points en débat et ce que je peux, moi, repérer comme des freins ou des automatismes de pensée qui empêchent peut-être une vision globale donc, de ce qu'induisent de toutes ces évolutions, tout ce qui est rendu possible par les évolutions médicales aujourd'hui. Est-ce que ça change notre société ? Bon, cette question, je crois que vous l'avez déjà beaucoup abordée, de la sélection, qui risque en outre de s'élargir, parce que dans la discussion sur les lois d'aujourd'hui, il y a des questions sur une liste ou pas une liste de pathologies qu'il faudrait détecter, y compris des pathologies qui risquent de se déclencher plus tard, notamment des cancers génétiques, d'origine génétique. Et le dépistage général et de plus en plus précoce de la trisomie, par exemple, qui pourra faire en sorte qu'il n'y aura même pas besoin de passer par un IMG, mais peut-être l'IVG, simplement si j'ose dire. Bon, ça risque encore de banaliser la sélection, disons. Bon. Quand je dis ça, c'est pas un anathème jeté sur ni personne ni le monde médical, mais c'est plutôt pour se demander quel type de société on construit. On peut donc s'interroger sur la prétention, disons, à la normalité, mais qu'est-ce que c'est que la normalité, à l'enfant parfait, etc. Où commence le handicap acceptable ? Mais ça invite aussi à poser la question de la place de la personne handicapée dans notre société, du regard qui est posé sur elle. Si cet accueil, si le regard ne change pas, comment penser que des parents peuvent faire le choix de garder un enfant dont on leur annonce qu'il sera handicapé ? Se pose aussi la question du temps qui est donné aux couples pour prendre leurs décisions.
Il y a eu tout récemment une étude de l'INSERM qui a été publiée en début d'année ou fin d'année dernière, qui montrait que le processus du diagnostic prénatal de la trisomie était souvent mal compris par les couples et les femmes. C'est-à-dire qu'ils ne comprenaient pas qu'il y allait avoir un enchaînement éventuel d'examens qui amènerait à un moment donné à se poser la question, est-ce que je garde ou garde pas l'enfant? Et donc les gens de l'INSERM s'inquiétaient de cette annonce pas faite de manière sereine et qui finalement empêche que les personnes, enfin le principe du consentement a été un peu mis en cause à travers ça. Du consentement éclairé, disons. Comment, si les conditions de prise de décision ne sont pas sereines, accompagnées, quand vous expliquiez sur la réanimation des tout-petits, comment vous mettiez les parents dans le coup, si j'ose dire, etc., on voit bien l'importance de ce travail. Autre point qui me paraît être un peu difficile aussi pour engager le débat avec l'opinion dans son ensemble, c'est, je crois que vous l'avez abordé aussi, c'est qu'autour de la France, de nombreux pays ont adopté des législations plus libérales que la France. Donc les Français peuvent être tentés de se dire à quoi bon résister, puisque de toute façon les choses sont possibles ailleurs. Ils peuvent même juger que la situation est injuste, puisque les riches peuvent se payer éventuellement un voyage en Espagne pour bénéficier d'un ovocyte, ou voilà. Et puis, ça peut les conforter dans l'idée que nous sommes vraiment ou conservateurs ou ringards de continuer à mettre des barrières à certaines pratiques. En fait, et là aussi c'est un travail que l'on peut faire quand on essaie de voir globalement les choses, à part le travail des familles de pensée, le travail de l'Église catholique qu'on a vu à cette occasion, il est assez difficile de trouver des corpus de pensée complets sur la question bioéthique. Il y a des gens qui ont travaillé tel et tel point, des associations, des praticiens, etc. Mais une espèce de réflexion globale qui permette de dire la place de l'homme, sa dignité, etc. Enfin, finalement, il y en a guère. À part ceux qui estiment que tout ce qui est possible doit être fait, auquel cas, effectivement, la réflexion est vite menée. Un seul point a fait consensus, et consensus négativement, et on l'a abordé un peu tout à l'heure, et empêche souvent que la réflexion se déploie, c'est la difficulté à évoquer le statut de l'embryon en France, parce que chaque fois, certains craignent que cela remette en cause la loi sur l'IVG. Donc, on l'a vu dans des tas de circonstances, des procès après un accident où un fœtus meurt dans le ventre de sa mère, pas considéré comme un homicide ou comme une circonstance aggravante. Enfin, pardonnez-moi, je n'ai pas les bons termes juridiques, donc vous voudrez bien rectifier si je me trompe, mais on sent bien que c'est un nœud qui empêche quelquefois la réflexion. On l'a vu quand aussi des parents ont demandé à ce que puissent être reconnus, inscrits sur l'état civil, les enfants mort-nés, etc. On voit bien que chaque fois, la crainte de certains, c'est que, mais attendez, si vous donnez un statut à l'embryon non né, à l'enfant non né, vous risquez de mettre en cause la loi sur l'IVG. Voilà. Autre point dans la réflexion sociétale qui me paraît un frein, je l'ai dit tout à l'heure rapidement, c'est la propension à raisonner à partir de cas particuliers, susceptibles d'émouvoir le public. Telle femme qui demande que l'un de ses embryons lui soit implanté après la mort de son mari. Tel couple en souffrance d'enfants qui utilise une mère porteuse aux États-Unis puis qui revient en France et qui demande à la loi de rétablir la filiation. Telle personne qui demande une aide à mourir. En focalisant sur les souffrances qui s'expriment ainsi, il devient difficile de poser les principes, les enjeux généraux. Et ça peut même apparaître comme
de la dureté, de l'incompréhension de ce que vivent les gens. Hein, parce que les souffrances qui s'expriment, elles sont réelles. L'infertilité, le handicap, la maladie invalidante, celle de proches, etc. C'est pas des petits enjeux pour les personnes qui les vivent. Et rappeler face à ça la dignité de l'embryon, enfin dès le début de la conception, etc. C'est pas pour des parents qui attendent des recherches que peut-être la maladie génétique de leur enfant soit guérie. C'est quasiment inaudible. Voilà. Donc ça, c'est un point, et je pense notamment pour, enfin, moi, dans le poste où je suis, mais même, bon, je pense pour les pasteurs, c'est le point le plus complexe, quoi, c'est d'articuler entre les principes et les cas particuliers. Mais le problème, c'est que les médias, d'une manière générale, mais aussi instrumentalisés par certains, jouent beaucoup sur le cas particulier. Or, dans notre monde ultra, enfin, libéral, pas forcément au sens économique, mais la liberté individuelle devient la valeur suprême. Puisque les gens le veulent, pourquoi pas? Même si personnellement, on n'est pas favorable à telle pratique et qu'on ne va pas soi-même y faire appel. Et du coup, toutes les demandes paraissent acceptables au plus grand monde. Ainsi, l'élargissement de l'aide médicale à la procréation, qui est aujourd'hui encadré, couple homme-femme, stable, âge maximum. Donc il est question de l'ouvrir éventuellement à des couples plus âgés, aux couples homosexuels, etc. De même, bon, toutes les questions de filiation dont Catherine Labrussuriot nous a parlé, si importantes, je veux dire, elles n'entrent pas dans le champ de réflexion quand on dit ils sont malheureux et n'ont pas d'enfants, on va la mère porteuse, et tant pis si avec une mère porteuse, il peut y avoir 5 parents différents, la mère porteuse, le père, les parents demandeurs et les parents, le donneur et la donneuse, voilà, donc 5 parents et pour un enfant, et bon, ne pas imaginer que ce soit compliqué de créer ce type de profil aujourd'hui dans notre société, mais on entend la souffrance de la personne qui demande. Et il est difficile de faire barrage, disons, au désir, de ne pas répondre aux détresses et de poser des limites. J'ai relevé 2 phrases sur le blog de l'agence de biomédecine, qui ont fait comme la conférence des évêques de France, c'est-à-dire ouvert un blog pour que les gens puissent s'exprimer. La première citation, ouvrez les guillemets, « Des moralistes, des religieux prétendent réglementer la recherche. Cela leur est facile, ils ne souffrent pas, eux. Pourquoi notre société devrait-elle tenir compte de tels égoïstes ?» Ou encore, ouvrez les guillemets, « Un désir d'enfant, quel qu'il soit, c'est magique. Pourquoi en priver un homme seul, une femme seule, un couple homosexuel? Montrons notre modernité, ouvrons. » Voilà. Et par ailleurs, je pense que ce qui est aussi assez complexe à faire entendre dans les raisonnements au grand public qui n'est pas très formé sur ces questions, c'est ce questionnement éthique qui est pourtant fondamental sur ces questions, même pour un bien attendu, des perspectives thérapeutiques prometteuses, un enfant qui viendra à naître, etc. Tout n'est pas bon. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et c'est assez difficile d'articuler là aussi cette réflexion, disons, sur le grand public. Voilà. Donc c'était la première partie de ce que je voulais aborder. Vous m'avez demandé aussi de regarder les questions économiques liées à ces dossiers, qui sont de véritables questions éthiques et qui, de fait, alors là, pour le coup, encore plus dans les médias, ne sont pas du tout évoquées, puisque, on le sait bien, il y a un principe de base, c'est que la santé n'a pas de prix. C'est la formule voilà, qui était totalement, bien sûr, et fausse et, niée par la pratique quotidienne, mais voilà, au motif que pour justement
satisfaire ou pour lutter contre les souffrances, etc., tout doit être fait. Donc, très rarement, l'économie de la santé est évoquée, et en particulier sur ces questions-là. Or, bon, je vais faire juste qu'effleurer ces questions parce que je ne suis pas du tout spécialiste, mais plutôt évoquer les questions que moi je me pose sur ces dossiers-là. Bon, on le sait, les sciences de la vie ouvrent des perspectives alléchantes, notamment sur le plan pharmaceutique. La recherche sur les cellules souches, toujours à mettre en repère avec un rapport avec la décision d'Obama, met en jeu des intérêts énormes. Si on doit arriver effectivement à soigner des pathologies qui touchent énormément de personnes vieillissantes et dans des marchés solvables, qui sont nos marchés occidentaux, c'est vrai que les bénéfices attendus peuvent être considérables. Je ne parlerai pas de la question des brevets, mais qui est effectivement considérable aussi. La France, en matière de biotechnologie, se situe au 3e rang européen, derrière le Royaume-Uni et l'Allemagne. Les États-Unis sont largement en tête. L'Asie y met des moyens considérables, la Corée, la Chine. Voilà. Il faut savoir que quand même parmi les 20 premières sociétés, 18 sont américaines. Voilà. C'est un secteur stratégique en constante progression. Et beaucoup s'inquiètent en France des restrictions à la recherche, puisque la recherche, il y a juste si j'ose dire, une dérogation pour 5 ans sur la recherche, etc. Il y a eu l'association des entreprises du médicament qui ont réalisé une enquête en 2007 sur la compétitivité et l'attractivité de la France dans le domaine des thérapies cellulaires et tissulaires. La conclusion du rapport était celle-ci. Alors que la France a été une des pionnières des essais cliniques de thérapie cellulaire, en dépit d'un bon niveau scientifique et de la présence de pôles de recherche dédiés, les freins réglementaires, les faibles financements et le départ de nombreuses compétences, la fuite des cerveaux, empêchent le développement rapide de la thérapie cellulaire dans le pays. Au contraire, la Grande-Bretagne, grâce à son cadre réglementaire permissif, est en avance. Ajoutez le rapport. En temps économiques difficiles, ce sont des remarques qu'un gouvernement ne peut pas ne pas entendre, ou il peut y être sensible. Et pour commenter la levée des financements pour la recherche aux États-Unis, sur les cellules souches embryonnaires, je rappelle que 10 milliards de dollars devraient être, à partir de septembre, disponibles pour la recherche médicale. Des chercheurs se sont exprimés, j'ai noté ces phrases dans les dépêches d'agences. Il y en a l'un du Massachusetts qui dit « On ne peut pas imaginer combien de recherches importantes ont été bloquées à cause des restrictions antérieures. » Et un autre de Californie, ce sont des patrons de laboratoire, mais écoutez bien parce que c'est quand même... Le potentiel médical des cellules embryonnaires permettra d'éviter une énorme crise budgétaire et économique liée au vieillissement des baby-boomers en permettant de prévenir nombre de maladies ou de les traiter à moindre coût. Voilà les enjeux et qui influent sur un débat de cet ordre-là. Dans un rapport parlementaire, un rapport CLES d'évaluation des précédentes lois bioéthiques, des experts disaient que le marché économique des cellules souches, qui était plus de 25 milliards de dollars en 2005, aurait triplé en 2010. Ça, c'est le cadre général. Et après, je voudrais juste citer quelques petits points, mais je n'en ai pas pour très longtemps. On l'a évoqué tout à l'heure, alors que l'un des principes des lois était la non-marchandisation des corps. Et au-delà, donc, l'argent entre par la petite porte aussi. On voit bien qu'en raison de la pénurie d'ovocytes, on commence à se poser la question de défrayer les donneuses. Excusez-moi, le terme est vraiment moche, mais bon, voilà. Et en Espagne, où se rendent beaucoup de Françaises qui ne veulent pas attendre les délais
due à la pénurie d'ovocytes en France. Il y a des cliniques qui font de très très sensibles profits. Et avec les mères porteuses, madame, vous en avez parlé tout à l'heure, dans les pays où elles sont autorisées, les contrats sont signés avec des garanties, des assurances. Enfin, c'est assez... et quand certains pays comme en Ukraine, en revanche, où les gens sont moins protégés, il se passe des choses absolument abominables. Plus gravement, je trouve, enfin, non pas que ce soit pas grave, mais parce que c'est un changement de mentalité, je trouve, enfin, j'entends, pas du côté des autorités, des responsables, etc., mais un peu dans l'opinion, des propos de gens qui font référence au poids des personnes très âgées dans les dépenses de santé. Une consoeur de RCF me disait qu'elle avait été estomaquée par un intervenant sur sa radio. On parlait du congé pour accompagner des personnes en fin de vie. Et cette personne, journaliste, je dois dire, disait mais l'euthanasie, c'est une solution. Voilà. Et puis, par rapport à la question du handicap, on entend aussi beaucoup dire que coûte un dépistage généralisé, enfin, notamment pour la trisomie, par rapport à ce que coûte l'accueil d'un enfant handicapé, enfin d'une personne handicapée tout au long de sa vie. Donc, sans parler du message que ces propos font passer aux personnes en question ou à leurs familles, on se demande si à un moment donné, on ne va pas reprocher à des familles qui auront fait le choix, tout en ayant été informées du handicap d'un enfant, l'auront gardé, dire après tout, faut-il que la société porte ce poids? Je pense qu'on n'en est pas là, mais bon, le directeur de la Fondation Le Jeune, qui est très en pointe sur ces questions-là, bien entendu, dans un ouvrage récent, ne craint pas d'alerter sur ce point. Pour lui, le choix du dépistage généralisé a été fait pour des raisons... Enfin, a aussi une indication économique, d'économie de santé. Pourquoi consacrer de l'argent à faire des recherches, par exemple, sur une pathologie, si après tout, on peut faire en sorte que n'ait-ce plus de personnes atteintes de cette pathologie? Autre interrogation économique, le coût des techniques, par exemple, pour l'aide médicale à la procréation, alors que, par exemple, la montée de l'infertilité est liée à des facteurs qui ne sont plus seulement médicaux, mais sociétaux. Le fait que les femmes aient leurs enfants plus tard pour des raisons d'études, de précarisation des premières années aussi de travail, etc. Tous les médecins aujourd'hui, gynéco et autres, lancent un cri d'alarme pour dire attention, rappelez-vous que la fertilité décroît et que 95% des femmes de 30 ans qui désirent un enfant ont un enfant, ne sont plus que 35% à 40 ans. Donc, est-ce que le système de santé doit doit répondre à toutes ces demandes-là et, je veux dire, assumer cette charge-là, alors que peut-être une organisation différente de la société pourrait peut-être prévenir, enfin, je veux dire, en termes de prévention. Quant aux demandes sociales du style par des couples homosexuels, est-ce à la médecine et au système de sécurité sociale de prendre en charge des cas qui n'ont rien à voir avec le traitement de l'infertilité? Le risque juridique, je l'évoquais rapidement tout à l'heure, qui pèse sur les médecins de façon très lourde désormais, quoi. Il y a toujours cette menace de recours en justice, les échographes, les obstétriciens, bon. Je veux dire, en quelle mesure ça pèse sur la façon dont ils abordent, enfin, ils peuvent être amenés à aborder ces questions avec leurs patients, voilà, puisqu'ils peuvent s'attendre un jour à ce qu'on dise vous n'avez pas décelé un handicap ou vous n'avez pas voulu m'accorder une interruption médicale de grossesse, nous vous demandons des comptes, etc. Autre problème économique indirect
qui peut être aussi exacerbée par le développement de ce que l'on appelle la médecine prédictive, quoi, hein, les tests de plus en plus pointus qui permettent de déceler que vous êtes porteur d'une maladie qui pourra se déclarer dans un certain nombre d'années. Comment protéger indépendamment de la gestion de cela, hein, pour les personnes, là je m'en tiens à la question économique, je veux dire, comment protéger ce secret médical, comment éviter que des employeurs, des assureurs, des banques ayant connaissance de ces informations puissent réclamer d'avoir ces informations, etc. Assurez-nous que vous n'êtes pas porteur de ceci qui va arriver dans X années, etc. Donc c'est une question. Et puis la question lancinante, chaque fois qu'on aborde les questions de santé, sont les inégalités nord-sud. Nos problématiques de pays riches ne sont-elles pas des luxes par rapport à des endroits où la santé maternelle et infantile n'est pas assurée, où les besoins primaires de santé ne sont pas garantis? On le sait bien, les laboratoires consacrent leurs recherches aux pathologies qui touchent les pays riches et solvables, plutôt qu'aux maladies qui touchent les habitants du Sud. On ne peut pas parler d'une répartition juste des ressources médicales et le danger d'une médecine à plusieurs vitesses, y compris dans nos sociétés d'ailleurs, n'est pas absent. Il n'est pas sûr que ces questions soient abordées frontalement durant ces prochains mois, mais je trouve qu'elles sont très aiguës et elles méritent qu'on s'y penche. En conclusion, je voudrais dire, pour une citation, le responsable bioéthique du Conseil de l'Europe fait le constat que la France a élaboré une législation globale ayant une vue d'ensemble de l'être humain, il présentait ça d'une façon un peu favorable par rapport à beaucoup d'autres législations qui abordent les sujets d'une façon plus parcellaire. La ministre de la Santé, dans une interview à notre journal, Roselyne Bachot, a expliqué qu'il fallait maintenir des barrières. Elle parlait notamment de la recherche sur les embryons. Mais qu'en sera-t-il au moment d'élaborer les nouveaux textes? Il y a beaucoup d'instances qui ont déjà fait paraître des rapports la commission parlementaire auditionne beaucoup de spécialistes et les représentants des différentes familles de pensée. On a vu des divergences entre membres de la majorité aussi sur certains points. Il y aura des débats en région où des citoyens devraient être présents, tirés au sort, formés, rapidement formés. Auront-ils le temps et les moyens de s'exprimer face aux spécialistes qu'ils auront en face d'eux? C'est l'un des défis de ces états généraux que de permettre une réflexion profonde au-delà des réactions émotionnelles, pour que l'ensemble des citoyens se saisissent de tous les enjeux qui sont liés à ces types de techniques biomédicales. Et je pense que ce type de rencontres que multiplient les communautés chrétiennes actuellement participent à cette réflexion d'une manière que je trouve très importante. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Madame. En faisant écho à la fois à l'opinion publique sur ces questions, opinion que vous disiez déjà construite, mais peut-être justement que les États généraux vont être l'occasion d'amener une réflexion plus profonde et de faire bouger les lignes. Et à travers les échos que vous avez donnés aux enjeux économiques, vous avez donné écho aussi, je dis bien donné écho et non pas répété, bien des problématiques qui ont traversé nos 3 demi-journées. Alors nous avons un quart d'heure maintenant, un quart d'heure de débat suite à l'intervention de Madame Quignot. Oui. Bonjour, je m'interrogeais sur le questionnement de l'éducation à ces questions de la population, et je faisais écho à un rapport du CCNE sur cette question en me disant c'est peut-être plus jeune qu'il faut
réfléchir avec les jeunes à ces questions et non pas attendre que les médias donnent certains éléments. Alors je trouve que le travail que vous faites est admirable, mais au-delà de ça, je me disais que c'était bien en amont qu'il fallait réfléchir. Et travaillant à la formation des enseignants, je m'interroge justement à l'absence totale dans les programmes de ces questions. Or, je crois que quand on est confronté à des questions sur justement le choix de l'accueil ou non du handicap, c'est pas lorsqu'on est un couple avec un enfant en attente qu'on peut sereinement aborder ces questions. Et c'est bien en amont qu'il faut le faire. Et c'est peut-être quand on est adolescent ou en études jeunes. Alors je sais que les étudiants de médecine ont souvent donc de la formation, enfin ont heureusement des questionnements, mais c'est pas généralisé à l'ensemble des études. Et voilà, donc je me pose cette question. C'est plus une remarque. Question. Non, effectivement, c'est une remarque. Je pense que pour l'éducation nationale, il y a un problème quand même complexe. C'est celui de la laïcité, c'est-à-dire sur ces questions, il doit y avoir une neutralité absolue, mais je pense que ça devrait pouvoir se faire. Et vous avez raison, j'ai déjà entendu des gens qui ont fait du travail avec... alors c'était des classes préparatoires, après les avoir, fait bosser un peu sur le sujet et tout ça, et l'étonnant résultat des questionnements de ces jeunes, quoi. C'est vrai que l'occasion ne leur est pas souvent donnée. C'est sûr. Ouais. Mais, et vous avez raison aussi de souligner, parce que quand bien même ce serait bien fait par les médecins, auprès des médecins en formation, et je ne suis pas sûre que ce soit bien fait, mais les médecins parmi vous pourront me démentir, je pense que ce qui est important, c'est aussi de former nous tous. Parce que ces questions-là, ce n'est pas que des questions qui se posent aux médecins, c'est ça qui est important. Et c'est ça qu'on n'arrive pas trop à faire partager aux gens, c'est de se dire, c'est nous qui construisons par nos choix là la société dans laquelle nous voulons vivre. Question du docteur Daure. Je voudrais vous dire à cet égard que nous avons pris cette habitude déjà depuis, je crois, une quinzaine d'années, à aller dans la rue et de voir des tracts informant les élèves, les collégiens. Nous allons aussi devant les facultés. Et c'est l'occasion de parler de ces problèmes-là, justement, de contraception, de religion aussi. Et bref, là, c'est un travail un peu capillaire, vous me direz. Mais on a fait le tour de plusieurs lycées, puisqu'on fait ça depuis longtemps. Et voilà. Et je crois qu'on ne peut pas se passer d'intervenir dans la rue. C'est ce que je voulais vous dire. Et en y mettant en tant que possible toute la vérité voulue. Et nous pensons aussi souvent à une vérité révélée. Voilà. Merci. Vous mentionniez tout à l'heure l'ouvrage de Jean-Marie Le Menné. Il y a sans doute d'autres initiatives, mais personnellement, j'étais intéressé par le livret que la Fondation Le Jeune a édité, justement pour les lycéens étudiants, et qui est très informatif et qui pose des questions, je pense, de manière intelligente. J'aurais peut-être une question, madame. Vous aviez insisté sur le fait qu'il y avait comme le clonage faisait fonction de repoussoir un peu. Je me demandais si, dans cette concentration, j'allais dire, du refus du clonage, il n'y avait pas quelque part comme un empêchement de se poser des questions sur d'autres problèmes graves, mais on se donne ceci comme limite absolue, mais du coup, cela cache peut-être un peu d'autres problèmes. Je ne sais pas comment vous ressentez les choses. Non, c'est vrai, c'est le repoussoir qui permet, par ailleurs, sans doute, d'accepter un certain nombre de sujets. Mais ce qui m'intéresse quand même dans cette idée-là, c'est que quand même, là, c'est trop, quoi. Je dis, il y a quand même la conscience, enfin, c'est ça, moi, qui m'intéresse, que des choses se passent qui, peut-être, vont un peu trop loin, quand même. J'ai trouvé ça intéressant, qu'il y ait cette espèce de butoir, quoi. Monsieur, il faut parler dans le micro. La question du vocabulaire. Donc, M. Grenouillot reprend la question du vocabulaire que vous avez abordé. On dit transfert nucléaire et non plus clonage. Est-ce que sera la même ? Vous avez raison, sûrement pas.
Sûrement pas. Non, Le mot... J'ai rien à dire de plus. Non. Oui. Vous disiez que si on... Transfert nucléaire, c'est le nouveau terme de clonage. Oui. Parce qu'effectivement... Pour faire passer mieux la chose. Oui. Merci. Oui, vous avez raison. Dès que quelque chose est un peu repoussé, on change un peu c'est comme le pré-embryon ou le conceptus, ou je sais pas. Enfin, oui, vous aviez fait écho dans votre intervention à ces questions de vocabulaire, justement. Oui. Docteur Zitoun. Madame, vous avez vraiment très bien décrit ce que l'on trouve dans la presse, sauf peut-être votre journal que je vais me mettre à lire. C'est le but. tout ça est fait pour ça. Mais c'est vraiment frappant. C'est effectivement toujours à partir d'histoires singulières, toujours monté en épingle, avec force photo, tout ce qu'il faut pour toucher les gens aux tripes, si je peux me permettre. Et on sent toujours derrière des associations, je dirais des lobbies, des groupes de pression. Autrement dit, disons-le franchement, une espèce de manipulation de l'opinion publique. Ou un risque, en tout cas, de manipulation de l'opinion publique. En tout cas, des lecteurs de ces journaux. Et par là-dessus, je voudrais à nouveau reposer la question de comment la société, dans son ensemble, peut être travaillée par ces questions d'éthique. Et on a là, je pense, une espèce de contradiction interne que vous avez très bien décrite vous-même. Il est difficile de parler de ces choses-là et de les toucher dans leur réalité concrète si on n'est pas soi-même en situation et en souffrance. Et en même temps, quand on est en situation et en souffrance, on n'a pas le recul suffisant pour réfléchir sereinement sur ces questions et essayer de trouver un espèce de, je dirais pas d'élaborer des normes, c'est le législateur qui va les élaborer, mais au moins essayer de réfléchir ensemble dans la société, essayer de trouver, de dégager, soit de retrouver des principes ou de dégager de nouveaux principes. Et j'ai l'impression que là, ma voisine à l'instant soulevait le problème de l'éducation à l'école qui est un vrai problème. Mais ça va être la même chose. Ces enfants à l'école à qui vraiment il faudrait s'adresser plus souvent sur ces questions sérieuses, mais eux-mêmes sont traversés complètement tous les jours de part en part par les difficultés de la société actuelle, par les souffrances qu'ils ressentent et qui traversent la société actuelle. Et comment arriver à leur parler et essayer de les amener à un niveau de réflexion, alors que je crains qu'actuellement le niveau de réflexion ne soit un petit peu obéré par justement je ne vais pas dire la crise entre guillemets, mais enfin les difficultés de notre temps. Enfin, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Juste le petit remarque que je ferai, mais je ne sais pas si vous en serez d'accord avec moi, notamment vous qui travaillez sur ces questions. Je trouve que quand même la façon dont a été élaborée la loi dite Leonetti sur la fin de vie, moi, je trouve que c'est quand même exemplaire dans la façon dont ça a été fait. Enfin, peut-être ne serez-vous pas d'accord avec moi, mais j'ai l'impression qu'en partant d'une opinion publique qui était quand même très très favorable à ce que l'euthanasie soit autorisée en France, je veux dire, il y a quand même eu une réflexion, des gens ont été entendus, je sais pas, et là pour le coup les lobbies, mais on est tous les lobbies pour les autres, hein, je veux dire, je pense que nous sommes un lobby pour les gens de la DMD, etc. Hein, donc voilà. Mais en tout cas, celui pour l'euthanasie qui est assez présent dans les médias, je veux dire, il a pas gagné. Enfin, moi, je ressens pas comme ça, quoi. Donc, je me dis, si un travail est fait un peu de fond, avec vraiment comme une sorte de démocratie participative, si on peut employer ce terme-là, ce qui a été fait aussi à l'intérieur de l'Église, je pense qu'on peut travailler un peu, faire confiance quoi, à l'opinion et même aux médias. Si je puis me permettre
d'aborder au moins un point de réponse qui sera à la fois très général et très partiel, mais qui m'a frappé dans beaucoup des interventions, qu'elles soient des interventions de fond ou des interventions telles les deux expériences médicales que nous avons entendues en début d'après-midi, c'est le facteur temps. Vous parliez effectivement, quel que soit, j'allais dire, ce qu'on pense des conclusions de la loi Leonetti, il n'empêche qu'il y a un consensus très large pour trouver que cette loi est tout à fait positive. Le processus est assez exemplaire, je vous rejoins. Et justement, prendre le temps, et quand on a l'impression, je disais à la fois dans le fond, qu'on s'est lancé dans des actions qui bouleversaient un peu les catégories fondamentales de nos sociétés sans prendre le temps de mesurer ces bouleversements et les conséquences. Et de nouveau, ce qui m'a frappé dans les deux échos des expériences médicales qui nous ont été données, c'est la patience, le temps de prendre en compte les différents facteurs rentrant en compte de la prise en charge, que ce soit en néonatologie ou pour les patients en état végétatif, et d'élaborer patiemment des moyens de traiter humainement ces questions de détresse. C'est une réponse très, très large, encore une fois, et très partielle, mais si nous pouvons attendre quelque chose d'heureux de ces états généraux, et je pense que l'on peut, malgré les limites de toute entreprise, c'est de prendre ce temps. On peut estimer que c'est un peu court presque, mais de prendre ce temps de la réflexion plus large et peut-être, soyons optimistes, peut-être de montrer à l'opinion que les schémas dans lesquels elle est peut-être figée quelquefois peuvent bouger un peu. Eh bien, écoutez, je me permets de prendre peut-être 1 minute d'avance ou 2 minutes d'avance pour prendre le temps de présenter celui qui va avoir la lourde tâche de dégager une synthèse de nos... non, vous pouvez rester là, c'est comme vous voulez. C'est la liberté des enfants de Dieu, vous savez, dans cette maison. Donc vous pouvez vous mettre comme vous voulez. Mais la lourde tâche, je disais, de faire la synthèse de ces 3 demi-journées, il en a été un des artisans principaux. Le docteur Michel-Pierre Geoffroy a eu une longue carrière de médecin généraliste et puis s'est lancé 10 ans dans les soins palliatifs. Il a monté le réseau de soins palliatifs en Champagne-Ardenne, réseau dont il est maintenant le président. Et puis il a souhaité se lancer, après un doctorat en médecine, dans une thèse de philosophie à Marne-la-Vallée, un doctorat qu'il a brillamment obtenu, et à tel point que l'université de Marne-la-Vallée lui a confié la responsabilité du diplôme interuniversitaire en éthique médicale et hospitalière. Il est membre du comité d'orientation de Médéric Alzheimer et, pour couronner le tout, docteur, vous êtes co-directeur du département recherche éthique biomédicale au Bernardin et j'ai la joie, l'honneur, le plaisir d'être en binôme avec vous. Parmi vos publications, La patience et l'inquiétude aux éditions Mordillat, c'est la publication de votre thèse, mais aussi Un bon médecin à la table ronde, et puis en collaboration avec Éric Fiat, tout récemment, Question d'amour chez Parole et Silence. Je fais silence justement sur de nombreux articles par ailleurs, mais je désire mentionner pour terminer, avant de vous laisser la parole, que vous avez participé et même coordonné la réflexion de la Société française d'accompagnement et soins palliatifs sur les situations extrêmes. Merci, docteur. Merci, Père. Comment conclure, comment synthétiser alors qu'il y a eu toute cette richesse pendant ces 2 jours et cette richesse si diverse. Je m'en sentirais bien incapable et je m'en sens bien incapable. Et je pense que chacun repartira avec sa propre synthèse et ses propres perspectives. Néanmoins, pour essayer de remplir mon cahier des charges, j'essaierai de me reporter 50 ans en arrière. Vous pardonnerez à mon grand âge
d'être nostalgique et de me revoir passant rue des Écoles alors que je fréquentais le PCB, le PCB qui était la première année de médecine de l'époque, et que je passais devant la rue de Poissy, devant ce bâtiment qui n'était beau et aussi magnifique que potentiellement. Et je fréquentais assidûment le PCB, la rue Cuvier, où se déroulait cet enseignement, parce que avait eu lieu la veille de ma première année de médecine, de ce PCB, avait eu lieu la remise du prix Nobel de médecine à messieurs Watson et Crick pour la découverte de la double hélice d'ADN. Et je vous prie de vous transporter par la pensée dans l'esprit d'un jeune homme de 16-17 ans qui voyait dans cette découverte quelque chose d'absolument prodigieux. Enfin, la vie allait se révéler comme ça, devant nos yeux, tel un Lego avec ses pièces rouges, les molécules d'ATP, avec ses pièces blanches, les molécules de désoxyribose, avec ses pièces vertes, les bases puriques et pyrimidiques. Je parle sous le contrôle de plus savants que moi ou ayant de meilleurs souvenirs de leur première année de médecine. Et ce mécanisme, cette double hélice d'ADN, si magistralement décrite par Watson et Crick, allait nous donner, dans mon cerveau de jeune homme, la compréhension de ce qu'elle est. Allait nous donner de la vie la compréhension de ce qu'elle est, et non seulement de sa pérennisation ou de sa transmission, mais allait nous la mettre à portée même de microscope électronique. Et plus tard, le décryptage du génome humain, qui s'inscrivait dans la même ligne, allait forcément tout, ou presque tout, expliquer. On a vu hier, aux explications de M. Michel Morange, qu'on allait légèrement en déchanter. Mais ce que je percevais alors, et avec moi toute cette génération de jeunes qui s'éveillaient à la vie de la science, ce que je percevais, c'est que cette heureuse, parce que je le percevais comme heureuse, cette heureuse réduction de la vie au biologique, en supprimant le bios de sa douteuse gangue affective, morale, religieuse, métaphysique, et en ne rendant la biologie que logique, allait en fait, et en droit, promettre des progrès éminemment profitables. Je ressentais que la purification, la catharsis de la science et de la technique, leur définitive et irrévocable séparation d'avec un univers si pollué de sentiments humains, de métaphysique inutile ou de religiosité engluante, allait enfin révéler la vraie nature de la vie, allait enfin révéler la vraie nature de la science, qui était, je n'en doutais pas, A, religieuse, A, métaphysique et A, morale. Ainsi donc, il s'avérait que, depuis cette époque, et j'ai vécu un certain nombre d'années dans cette illusion, il s'avérait que, depuis cette époque, les sciences de la vie, et singulièrement la science biomédicale qui nous occupe aujourd'hui et qui m'occupait éminemment à cette époque, était une sorte de force qui va, comme disait Hernani, sans but ni armature, et qu'une recherche désintéressée dans ses buts et pure dans ses moyens, parce qu'on voulait être pur, bien sûr, conduirait le monde à un développement qui permettrait, malgré quelques inévitables ratés, cela s'entend, une vie meilleure. Cette force qui va semblait sui generis et quasi causa sui, cause d'elle-même. Les sciences de la vie seraient, croyais-je,
intrinsèquement amétaphysique. Et la métaphysique était sans doute une vieillerie dépassée et ne comporterait d'autre morale que celle de la recherche de la vérité, c'est-à-dire de l'adéquation de la pensée à son objet, c'est-à-dire qu'elle rejetterait fondamentalement tout obstacle de nature métaphysique ou religieuse à leur développement. Elle serait ainsi, les sciences de la vie, un des modèles du développement futur de l'humanité. Bien sûr, le temps a passé, presque un demi-siècle, mais c'est maintenant le temps pour moi de m'inscrire en faux contre cette croyance, car c'est bien d'une croyance dont il s'agit, une croyance largement partagée, si j'en crois ce que vient de dire Madame Quignot, qui a fait état de l'opinion publique à cet égard, mais cette croyance de nature quasiment eschatologique, je m'inscris en faux contre elle. La science moderne serait dépourvue de métaphysique? Certainement pas de cette métaphysique qui repose, curieusement, sur deux credos. Le premier credo postule que le monde est intelligible et qu'il est décryptable dans sa totalité en termes de raison pure. Le second credo est que le progrès, j'en ai plein la bouche de prononcer ce mot-là, le progrès est possible. Et je pense maintenant que ce ne sont pas une pensée amétaphysique, une pensée anti-religieuse ou a-religieuse, ou une amoralité revendiquée qui constitue les adversaires de ceux qui pensent que l'homme est intrinsèquement religieux, métaphysique et moral, car ces adversaires n'existent tout simplement pas. Les métaphysiciens, les religieux, les moralistes devraient, à mon avis, bien plutôt s'intéresser, et bien sûr s'affronter, à ceux qui, ayant dans la raison une foi aveugle, ayant fait du progrès une religion, ayant dans la morale une vue conforme à leur seule conception du bien, inventent une métaphysique implicite, une religion dégradée et, au nom de la liberté, une morale à leur convenance. J'avais écrit à leur botte, mais je trouve que le mot convenance est quand même plus correct et plus susceptible de consensus. Si l'on examine le premier postulat, le monde est intelligible, on s'aperçoit qu'il a la prétention d'être d'essence rationnelle. Il serait possible de comprendre, prendre avec soi, et de mieux en mieux le monde. La doxa scientifique est à cet égard hyper cartésienne, quoi qu'elle en dise. Une métaphysique guide nos premiers pas dans la connaissance du monde. Et cette métaphysique n'est pas revendiquée comme telle, parce que la science ou les scientifiques se définissent plutôt comme des aristotéliciens. C'est-à-dire, regardons le monde, décrivons-le, essayons d'en rendre compte en ayant de ce monde une vue phénoménologique, et ensuite élaborons, si nous avons le temps, mais c'est facultatif, une vraie métaphysique. Donc, il semble que cette métaphysique implicite de nature cartésienne, c'est la construction que fait Descartes dans la voie de la connaissance, cette métaphysique des mœurs a d'ailleurs trouvé son fondement. Et la compassion, instituée, comme l'a rappelé le père de Malherbe hier, est une justification universelle. Sans préjugés religieux, la science contemporaine, ainsi que pouvais-je le croire, et ainsi que le croient nombre de nos contemporains, ceux qui l'affirment ou ceux qui s'en sont débarrassés ne manquent jamais de rappeler leur foi dans les progrès possibles grâce à la science.
d'ailleurs nous avons entendu hier, toujours de la bouche du père de Malherbe, combien le langage des défenseurs les plus zélés de la technoscience empruntait le vocabulaire religieux. Cette confiance dans le progrès est une confiance, tiens, cum fides, c'est-à-dire qu'elle a foi dans une sorte d'eschatologie attendue comme rédemptrice, foi dans un progrès possible grâce à la science, eh bien, me semble-t-il, de nature religieuse, pas au sens chrétien du terme, mais bien au sens que dénonçait Marcel Gauchet, par exemple, quand il parlait de la religion du monde, eh bien, de nature religieuse, même si ses croyants s'en défendent. Et ce progrès fantasmé, ce progrès attendu, balaie toute idée de limitation. On n'arrête pas le progrès. Les limites du connaissable ont été repoussées de plus en plus loin, et à force d'être repoussées, eh bien, leur existence a même été oubliée. Les limites ont même été oubliées, puis niées. L'idée grecque de péras, que je trouve extrêmement opératoire, limite au-delà de laquelle règne l'apéron, l'indéterminé, l'invisible, l'infini, est totalement dépassée. Les Grecs avaient la sagesse de concevoir un monde sublunaire où prévalait le péras, où prévalait la limite. Tout ce qui existe se situe maintenant à l'intérieur d'un savoir humain en constante expansion dans l'apéron, dans l'indéterminé. Du coup, l'homme qui était autrefois limité par l'infini tombe dans ce que les Grecs appelaient l'hubris, l'excès, la démesure. Puisqu'il n'est plus limité par un infini qui lui impose de l'extérieur des prescriptions aussi dépassées que tu ne tueras pas. Comme il n'est plus limité par ces prescriptions de l'infini, il devient, non pas comme maître et possesseur de la nature, ce que notre René national assignait comme but à la science, mais maître et possesseur de la nature. Dieu lui-même. On voit bien comme certaines prouesses de la technoscience biologique rivalisent avec les attributs divins traditionnels, et combien la location d'utérus, la sélection embryonnaire, l'euthanasie justifiée dépassent les ambitions même d'un Prométhée qui, lui, savait qu'il volait les dieux, et au moins savait qu'il n'était pas Dieu. Nous avons entendu de messieurs Beignet et Binet hier comment la société se judiciarisait, ça c'est difficile à dire, judiciarisait progressivement, et nous avons entendu de Madame Labrousse-Rioux les détours que prenait cette morale sur mesure, appelée pour la circonstance déontologie professionnelle, pour former un corpus législatif complaisant. Et nous savons désormais à quel point le droit peut être à la remorque de la technoscience. Nous avons compris de la communication de Maître Edelman ce matin que la contrainte tragique par la nature pouvait être heureusement remplacée par l'omnipotence du désir. On peut légitimement, quand on n'est plus une personne, mais seulement un individu désirant, louer, sous l'égide bienveillant de la loi, ça ne saurait tarder, un utérus pour faire ses enfants. Et il n'est jusqu'à l'idée même de droit de l'homme qui ne soit perverti, en oubliant que les droits de l'homme doivent faire preuve d'humanité. Et que cette humanité, justement, exige la limite et la non-satisfaction du désir. Nous avons entendu ce matin la présentation de M. Ray et son interrogation radicale de la rationalité occidentale. Et nous avons compris que, selon le mot de Heidegger, la science ne pense pas. Eh bien, c'est que si la science ne pense pas, un certain nombre de choses se chargent de penser pour elle. Et que la science était victime de préjugés et de quelque chose qui a pensé pour elle et lui impose son cadre de pensée. Il s'avère que, à mon avis, que la recherche d'une rationalité scientifique qui n'a pas conscience de ce cadre
entraîne justement cette humanité. Concernant les recherches sur l'embryon, par exemple, le scientisme ambiant considère qu'il est intolérable qu'à un âge de la vie, sous prétexte que l'embryon est fragile, il est intolérable que cet âge de la vie échappe à l'appétit commun, éventuellement soumis aux contraintes économiques dont il vient d'être question. Et en cela, nous voyons bien comment l'idéologie précède la science et cherche à tout prix à être légitimée par elle. Que dire du diagnostic préimplantatoire, dont l'idéologie est policière, que dis-je, policière, dictatoriale, même pas totalitaire, au sens où Hannah Arendt donnait au mot totalitaire, dont l'idéologie est totalitaire avant que d'être scientifique et qui aboutira, c'est certain, grâce à une génétique considérée comme omniscience, tous ceux qui ne sont pas conformes à l'eugénisme dont nous a parlé M. Massin. Bon, on voit bien que ce déterminisme génétique, en plus d'une débilité morale, constitue une absurdité scientifique, puisqu'en confondant l'identité génétique, le code barre de chaque individu, avec l'identité phénoménale, laquelle dépend de bien d'autres facteurs, bien entendu, que le codage génétique, les informations cytoplasmiques, l'organisme, le milieu, l'éducation, etc. Je suis un peu pessimiste à la suite de tout ce qui a été dit singulièrement ce matin, et je me pose la question de savoir où conduira cette actualisation de la médecine à laquelle nous assistons au début de ce 3e millénaire. Il est à craindre que les forces de l'hubris ne l'emportent sur celles de la modestie. Il est même à craindre, mais nul n'est tenu de suivre mon pessimisme, que les successeurs de Prométhée, désormais dépassés, n'entraînent l'humanité dans un état qui rendra moins redoutables les catastrophes écologiques, moins redoutables à comparaison, les catastrophes écologiques qui paraissent inéluctables et qui sont annoncées. Il est possible que la transhumanité et la post-humanité qu'on nous promet, à laquelle rêvent certains, rendent riant le paysage désolé, brûlé par le soleil, qu'on nous promet quand la couche de gaz carbonique aura plus d'épaisseur. C'est ce que j'aurais eu tendance à penser après des présentations ce matin, notamment de celle de Mme Vaquin. Mais bon, je vais tempérer ce pessimisme quand même et dire que mais le tableau était volontairement noir pour pouvoir faire choc, et dire que le pire n'est pas toujours certain, et qu'on peut espérer que le vertige qui saisit l'humanité ivre de cette puissance et avide d'autocréation, c'est ça le grand mythe, l'humanité qui s'auto-crée, l'oblige quand même à un regain de sagesse comparable à celle qu'elle semble retrouver petit à petit dans sa conception de l'exploitation de la Terre, notamment sous l'influence de tout le mouvement écologiste. Et dans ce tableau noir et pessimiste, parce que je suis peut-être pessimiste de nature, un motif d'espoir réside peut-être dans les formes nouvelles de préoccupations soignantes, telles que nous ont décrit les docteurs Dobrinski à propos des nouveau-nés, ou Tasso à propos des patients en état végétatif prolongé. Face à ces hyperboles de fragilité, face à quoi de plus fragile qu'un nourrisson, une petite crevette de 700 grammes, quoi de plus fragile qu'un patient en état végétatif prolongé, après que la technique ait été la plupart du temps à l'origine de ces problèmes, eh bien, il me semble que des soignants inventent de nouvelles voies où l'éthique essaie de se conformer à un fil conducteur. On peut peut-être espérer que tous en viendront, parmi nos confrères, à des pratiques à la fois efficaces et éthiques. Et encore, faudrait-il faire la part de ce qui est bénéfique pour l'homme, c'est-à-dire une médecine
de plus en plus capable d'atténuer la souffrance, c'est son but, et il faut le rappeler, une médecine de plus en plus capable d'affirmer la souffrance, et ce qui est probablement maléfique, c'est-à-dire d'oublier que la souffrance et l'insatisfaction du désir sont constitutifs de notre humanité. Une médecine accomplie, une médecine en acte, devrait pouvoir prendre en compte cette double finalité. Soulagement de la souffrance, ne pas oublier que la souffrance fait partie de notre humanité. Et c'est là que le vieux concept grec de Péras, que je réanimais tout à l'heure, est sans doute opératoire en ce qu'il nous permet de distinguer, sans préjuger de ce qui le fonde, ou bien la tradition humaniste, ou bien la tradition religieuse, que le vieux concept grec nous permet de distinguer entre ce qui est raisonnable et ce qui est folie. Merci beaucoup, docteur.